Bienvenue au Jeudi avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Je suis Andrea. Si c'est la première fois que tu assistes à un live, il y a des lives à tous les jeudis. Alors, c'est un rendez-vous. Et au début du mois d'avril, j'avais spécifié que je dédiais tout le mois d'avril pour le sujet de l'autisme. Alors, au début du mois, j'ai expliqué les différents types d'autisme qu'on retrouve dans le TSA. Ensuite, j'ai reçu une maman qui nous a parlé du diagnostic de son enfant autiste et à quel point c'est important de prendre soin de soi. Et aujourd'hui, je reçois Valérie Jessica Laporte, fondatrice du blog Au Royaume d'une Asperger. Et si vous ne connaissez pas Valérie, vous allez la connaître, vous allez voir qu'elle est très charmante et elle va savoir vraiment là, vous piquer votre curiosité parce qu'elle est sur tous les réseaux sociaux et elle vous apporte vraiment des exemples concrets de sa réalité. Bonjour Valérie, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, alors aujourd'hui, tu viens me rejoindre parce qu'on va parler ensemble comment favoriser l'apprentissage d'un enfant autiste pour aider les parents à peut-être avoir des trucs pour les aider à mieux apprendre et les enseignants aussi à adapter des fois leur manière d'enseigner pour aider vraiment les enfants autistes à favoriser leur apprentissage. Une chose vraiment qui est vraiment importante, là, ça là, ici, là, c'est quelque chose que je veux que tout le monde pense, de bien préparer son enfant autiste à l'avance. Parce que des fois, il y en a qui vont être portés à improviser ou annoncer quelque chose à la dernière minute. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est important de bien préparer les enfants à l'avance? OK, moi, juste pour me déplacer dans une pièce, surtout si je suis pas dans ma maison, si, mettons, je suis dans une pièce avec plusieurs personnes, je dois penser à où est-ce que je passe, comment je vais me déplacer, quel pied je vais mettre où, quand est-ce que je vais toucher à une chaise ou pas. Je dois tout voir à l'avance et faire les chemins mentaux de tout ce que je vais faire parce que sinon, j'ai l'impression d'avancer dans du vide. C'est comme si quand je sais pas où je vais, je suis complètement perdue. Si vous, là, vous êtes au Saguenay, moi, je demeure au Saguenay, puis vous vous en allez à Québec, vous faites pas juste, je m'en vais dans cette direction géographique-là, vous préparez votre chemin. Ben nous, c'est pareil, mais à plus grande échelle. C'est qu'il faut vraiment savoir où est-ce qu'on s'en va pour être capable de le faire comme il faut. Sinon, peut-être qu'on va se rendre, mais il va y avoir pas mal de défis avant d'y arriver. Oui, puis une autre chose qui est vraiment importante quand on dit préparer son enfant à l'avance, parce que des fois, les parents vont dire « OK, c'est beau, j'ai fait un horaire, mon enfant, c'est déjà qu'il va faire du français, des maths, de l'histoire, mais toi, tu précises que c'est important aussi de préciser le temps d'une activité. Préciser quand va commencer une activité et quand va se terminer une activité. Mais pourquoi c'est important de dire à son enfant qu'il va avoir une fin? OK. T'es passé tout de suite au point 2, puis je pensais que tu allais comme faire le point 1 en deux parties, là. Parce que okay. je pensais, je m'excuse pour les gens, là, mais OK, je pensais qu'il fallait que je donne des exemples après, puis j'avais mal compris que ça venait tout dans un moton. Fait que je peux finir le point 1 avant. Vas-y, on retourne au point 1, il n'y a pas de problème. Je m'excuse parce que là, c'est moi, là, mes cheveux mentaux vont être tout pétés. OK, désolée. Quand j'ai changé de gym, pour moi, ça a été super important d'extrêmement bien me préparer à l'avance. C'est-à-dire que j'avais besoin de savoir comment c'était fait à l'intérieur. J'ai appelé à 3 reprises différentes sur des horaires différents pour poser des questions à des personnes différentes pour pas attaquer une seule personne avec mes questions. J'ai écrit un courriel. J'ai écrit sur Facebook. Après ça, j'ai trouvé des profs sur Facebook pour poser d'autres questions encore par Messenger. Je suis allée sur place 2 fois. Je me suis promenée toute une semaine avec l'horaire du gym, plus qu'une semaine, je me suis promenée plusieurs semaines avec l'horaire du gym et j'avais souligné les plages que je voulais visiter, certains cours, des trucs comme ça. Puis en me préparant extrêmement à l'avance, ça m'a permis de me visualiser là et de bien fonctionner. Tandis que, un autre exemple, on était allé à Walt Disney et j'ai pas pu faire la plupart des activités que je voulais faire parce que comme c'était pas permis de voir, puis qu'à Walt Disney, contrairement, mettons, à la Ronde à Montréal, ben c'est caché. J'étais pas capable d'aller les faire en sachant pas qu'est-ce que j'allais vivre exactement, même s'il y avait quelques photos sur le site web, c'était pas assez, j'avais besoin de voir pour me projeter là parce que sinon, je fonctionnais pas, c'est trop d'informations à gérer pour que moi, je sois en train de vivre qu'est-ce que j'ai à vivre. Ouais. Et là, tu m'amènes sur un point important. Dans le fond, même pour les enfants qui font l'éducation à domicile et qui vont être obligés de passer des examens dans un établissement scolaire et qui ont peut-être jamais mis les pieds d'un établissement scolaire, ça serait vraiment important que pour ces enfants-là, justement, on les prépare d'avance et qu'on leur fasse voir les locaux, à quoi va ressembler l'environnement dans lequel ils vont faire leur examen. Oui. Et pour les raisons que Valérie vient de vous expliquer, parce que justement, ça va permettre de visualiser, de se donner des images et de savoir dans quel environnement vous allez être placé.
Puis ça va aider, hein, parce que si tu vois ton environnement d'avance, toi, ça va t'aider justement à, justement, comme tu dis, à faire des activités, à participer ou à apprendre. Oui, ben maintenant, avec Internet, je vais souvent visiter les lieux à l'avance avec les vidéos, les photos, des places comme ça. Je vais regarder qu'est-ce que ça a l'air. Puis j'ai énormément d'informations disponibles par Internet là, pour m'aider justement à voir les différents lieux. Ou quand je donne des conférences à des places, je veux voir souvent qu'est-ce que ça a l'air. Ben, surtout au début, j'avais encore plus besoin. Au début, j'allais toucher le bois de l'estrade, tu sais, pour voir. Mais c'est parce que sinon, c'est comme s'il faut tout le temps refaire notre image mentale. On est comme s'il fallait se refabriquer, comme si on était téléporté, puis que là, les petits morceaux sont tous défaits. Arrivé à une nouvelle place, il faut tous les recoller. Il faut mieux tout de suite s'imaginer dans cette place-là pour que ça soit plus rapide, qu'on soit plus fonctionnel. Même si on a de l'air d'être capable, ça demande tellement d'énergie que ça n'a pas de bon sens de faire ça. Là. Les transitions, il faut les avertir à l'avance. On se voit en train de le faire dans 10 minutes, on le sait que c'est là, on sait combien de temps qu'on met l'énergie à telle place, combien de temps qu'on utilise ce morceau de cerveau-là. Le morceau de cerveau français, c'est pas le même morceau de cerveau que maths. Il faut l'avertir, le morceau de cerveau, qu'on va le réveiller. C'est comme si moi, je te dis jamais à quelle heure tu vas te lever. Ben là, à un moment donné, tu vas te lever pendant la nuit, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. C'est un petit peu pareil. Il faut savoir quel morceau va être sollicité, puis de quelle façon, puis ça permet, c'est comme s'il se réchauffait en attendant. Puis dire, moi, tantôt, je vais travailler dans 10 minutes, je vais faire de quoi? Moi, ça m'aide beaucoup, là. Oui, puis tu as donné vraiment une belle image là, avec le cerveau, justement, de réveiller une partie du cerveau, puis comme de faire un réchauffement, un échauffement avant de se mettre au travail. Fait que ça, c'est excellent. Puis justement, on va faire du pouce sur le deuxième point parce qu'on va préciser, dans le fond, on va préciser le point 1. C'est que c'est beau préparer son enfant à l'avance, mais idéalement, même préciser le temps d'une activité. Et pourquoi c'est important d'être aussi précis que ça? Parce qu'il y en a des fois qui vont dire, ouais, mais comme on disait, j'ai fait un horaire, mon enfant a un horaire, c'est parfait. Mais pourquoi c'est important d'aller dire qu'il va avoir une fin? Mais il y a aussi que vous allez peut-être éviter des crises, OK? Il y en a beaucoup qui utilisent le time timer. Ça balise les choses, ça évite l'imprévu, ça évite bien de la frustration parce que tu sais qu'est-ce qui s'en vient. C'est comme quand les parents se font conseiller de donner tout le temps les mêmes consignes de la même façon, que ce soit les mêmes règles, mais c'est un petit peu le même principe, c'est que ça sécurise, tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis quand est-ce que ça se termine, puis tu es capable aussi d'étaler ton énergie dans la période de temps qu'on t'a donnée. Puis en plus, il y a plein d'autistes qui ont de la misère avec la gestion du temps, même si c'est pas le cas de tous. Moi, c'est pas le cas, mais il y en a beaucoup que c'est difficile. Alors, de tout de suite leur apprendre, c'est quoi une heure d'effort sur quelque chose, c'est combien de temps, c'est juste pertinent. Oui, il y avait d'autres choses aussi que tu m'avais dit que quand il y a une fin, ça donne de l'espoir. Oui, l'espoir. Oui, l'espoir, ça, c'est important parce que des fois, c'est pas facile, là, quand même, surtout pour un enfant autiste, des fois, d'aller apprendre des règles de grammaire ou, c'est difficile quand même. Mais quand tu sais qu'il va y avoir une fin, tu m'avais dit, nous, ça nous encourage, ça donne l'espoir. Veux-tu l'expliquer? Ben, c'est comme si t'as mal quelque part. Tu sais, les gens qui ont des douleurs chroniques, là, à un moment donné, ils viennent comme... Tandis que si, mettons, t'as mal d'être dans ta semaine parce que t'es menstruée, mais tu sais que dans 3 jours, t'auras plus mal, ça te donne comme un espoir. Je sais pas si l'exemple est bon, là, mais ça prend une fin aux affaires. Faut que tu saches qu'à un moment donné, c'est juste terminé. Ça te permet de l'endurer puis de le supporter. Mais sinon, ça devient une éternité. Tu te vois juste dans cette affaire-là puis t'es pris là-dedans, là. Ah oui. Ben, c'est ça. Moi, j'aime ton exemple, justement. Puis c'est vraiment important parce qu'il y en a qui ne pensent pas, comme je te dis, ils vont dire, ben moi, j'ai fait un horaire, c'est parfait. Mais ça encourage vraiment, là, surtout ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, vous allez les encourager si vous dites qu'il va y avoir une fin et on s'en tient à ça. Et pour l'exemple que tu as donné tantôt sur Walt Disney, j'ai quelqu'un qui a commenté que sa fille a vécu la même chose que toi. Ils ont réussi à faire juste les attractions qui étaient ouvertes parce que justement, à Disney, c'est ça, celles qui sont fermées, ben, tu ne peux pas les voir d'avance. Mais je pense que si j'avais mon diagnostic, j'aurais peut-être réussi à avoir un passe-droit, mais j'ai essayé de leur expliquer, puis ils ont pas voulu. Mais dans ce temps-là, je savais pas, j'avais pas le mot autiste, s'il te plaît. Non. Oui. Écoute, on ne sait pas, faudra-tu le réessayer que tu retournes pour voir si ça va fonctionner? On va envoyer Jenny d'abord laisser avec sa fille voir si on peut, avec le diagnostic d'autisme, de demander de voir à l'avance. Je ne sais pas si Disney collaborerait. Je serais curieuse de savoir. Une autre chose importante, donc là, on a parlé à date de bien préparer son enfant à l'avance, de préciser le temps d'une activité. Et une autre chose, des fois, qu'on ne pense pas, mais que ça peut influencer aussi sur l'apprentissage d'un enfant, lorsqu'on va créer un environnement qui va être organisé et qui va être propre. Alors, créer un environnement qui est propre et organisé,
oui, ça peut, des fois on dit, ben voyons, ça change rien, mais oui, ça peut influencer sur l'apprentissage. Oui, tout est tannant. Mais quand là, j'ai passé mes tests là, pour savoir qu'est-ce que j'avais, justement, je voulais avoir une réponse optimale de comment je fonctionne. Alors, la personne a accepté que j'ai rien qui me tanne dans mon environnement. Tu sais, il y avait un cadre qui était croche, j'ai pu le remettre droit. Je voulais que ça soit blanc devant moi. Parce que juste, tu vas me mettre de quoi de pas propre à côté de moi, ça va me prendre tellement de partie de mon cerveau à gérer. Il y a de quoi, ça me fatigue. Toute l'attention est là. Quand j'étais petite, je travaillais vraiment, vraiment, vraiment mieux quand c'était, mettons, dans la cuisine, la table de bois, avec le plancher de bois, la porte patio, que tout c'était propre. Tu sais, la table, c'était un environnement qui était facile à laver, à nettoyer tout, puis je pouvais me tourner, puis avoir le soleil là, puis j'avais juste du propre. Puis je me couchais des fois sur le bord de la porte patio, justement, pour comme juste vider toutes les attaques visuelles que je pouvais avoir. C'est trop tendance quand il y a plein de stock partout. Moi, j'ai besoin vraiment que ça soit, tu sais, regarde mon bureau, là, tu sais, en arrière, il y a mon autre ordi, là, puis mon iPad, mais tout est comme tac, tac, tac. Je suis pas capable, là, de travailler dans du tout croche. Donc, imaginez les enfants autistes dans une classe, tu sais, quand ils voient le bureau de l'enseignant qui est plein, qui a une pile. Oh my God! C'est épouvantable. Ça n'a pas de bon sens. Puis juste le fait que le bureau soit tout magané aussi, mais ça, je sais qu'on peut rien faire souvent, mais non. Tu sais, ça travaille tellement mieux sur du blanc, sur du propre, ou du bois, ou quelque chose de... Oui, mais c'est bien qu'on le dise, qu'on le mentionne, comme je dis, parce que plus on va le mentionner, puis on va en parler, plus les parents vont faire attention, plus les enseignants vont porter attention justement que ça peut influencer si l'environnement est propre et est organisé pour l'enfant autiste, ou au moins peut-être le placer dans une classe. Mettons, je dirais l'endroit le plus propre, le coin le plus propre, où est-ce que... Mais tu sais, des fois, c'est parce qu'ils vont dire, oui, mais le bureau est propre, mais c'est tout autour. Tu sais, comme toi, tu disais, la porte patio, là, elle n'était pas nécessairement proche de toi, là, tu sais, c'est pas sur ça que tu travaillais, sa porte patio, mais c'est à côté de toi, mais ça peut te déranger même si c'est à côté, là. Ça m'aidait parce que c'était tout propre, ou la porte patio, tu sais, ça faisait comme, il y a rien qui traîne d'une porte patio. Fait que, en me tournant de ce côté-là, ben, j'avais pas les armoires, quelque chose qui peut être sur le comptoir, dans la cuisine, rien. Je me tournais vraiment vers le rectangle propre qui faisait un autre rectangle à terre, tu sais. C'était comme... Ah oui. Puis on voit, c'est comme si ça te calmait. Vraiment, juste d'y penser. Écoute, c'est tellement fatigant là, quand il y a des affaires qui traînent. Là. Moi, ça me rend folle. On dirait que c'est comme du désordre dans mon cerveau autant qu'autour de moi. J'ai besoin vraiment... Puis, tu sais, les parents vont dire c'est contradictoire. Mon enfant, il met le bordel dans sa chambre. Je faisais la même affaire, mais en même temps, j'étais incapable de travailler dans cet environnement-là. J'étais pas plus capable de comprendre comment ramasser. Là. Ça m'a pris bien du temps à comprendre, mais j'avais quand même besoin de ça. Mais là, ça, c'est un point important même que tu viens de souligner, que justement, il ne faut pas dire à son enfant, ben regarde, vu que ta chambre est en bordel, tu peux aller travailler, faire tes devoirs dans le bordel. C'est pas la même chose. J'étais juste pas capable d'organiser une chambre parce que c'était impossible d'imaginer comment ça pouvait fonctionner. Fait que je me ramassais à tout vouloir voir. Fait qu'il y a rien qui était dans son espace caché. Puis finalement, c'était épouvantable. Mais là c'est correct, comme vous constatez. Parfait. Un autre point qui a rapport aussi avec l'environnement, parce que là, on a dit l'environnement propre organisé, mais d'éviter les bruits de fond. Puis là, ça, c'est drôle parce que l'autre fois, j'avais une prof qui disait ouais, mais ça aide les enfants autistes à combien de musique calme. Toi, qu'est-ce que tu dirais là-dessus par rapport à ça? Parce que des fois, oui, ça peut aider, mais en même temps, des fois, c'est préférable d'éviter les bruits de fond. Donc, quand je travaille, des fois, j'ai la musique, des fois, j'ai pas la musique, selon comment est-ce qu'il faut que je me concentre. Tu sais, mettons, quand il y a des gens qui m'ont dit, au début, je pensais que c'était bien spécial, puis il y a des gens qui m'ont répondu sur TikTok, ouais, mais quand on conduit, on se met de la musique, ça va mieux pour conduire tout le long, pour avoir notre concentration dans le trafic, puis tout ça. Mais quand tu cherches une adresse, ta ferme. J'ai fait, c'est pas fou. Il y a comme, c'est vrai que ça va m'aider à éliminer le reste, ça va m'aider à pas entendre une auto qui passe, entendre des petits bruits dans la maison, les petits clics-clics des colliers des chiens, tout ça, la musique. Mais si j'ai besoin de faire un truc vraiment plus compliqué, si, mettons, il faut que je fasse de la comptabilité, je vais fermer ma musique. Alors qu'elle peut m'aider dans d'autres contextes. Donc, ça peut être vraiment du cas par cas, mais du bruit de fond, tu sais, les personnes qui ont TDAH, le bruit va comme les distraire. Il va les éloigner de... C'est comme si eux autres, ils regardent là, il y a un bruit là, pop, c'est quelque chose comme ça. Mais en autisme, c'est pas vraiment ça. Ça devient souvent une agression.
c'est pas juste que j'ai envie de regarder par là puis que mon attention est plus là, c'est que ça prend toute la place dans mon cerveau. Puis le bruit il devient comme de plus en plus gros, de plus en plus envahissant, puis je pense plus rien qu'à ça. J'ai de la misère quand il y a une information qui prend la priorité, elle prend toute la place, puis les autres informations, ils passent plus. Puis là, j'ai plus accès mettons, si toute mon information est sur j'ai froid, puis que je sais que j'ai froid, mais j'ai plus accès à j'ai faim, j'ai envie de pipi, j'ai de la peine, ou tu sais, j'en ai une. Fait que si c'est le bruit, ben c'est fini. Tout est dans le bruit, puis je peux plus rien faire d'autre que gérer le bruit. Oui, parce que tu focuses là-dessus. Tu sais, je sais qu'on va dire pour certains, c'est un détail, mais c'est ça, être autiste. C'est que des fois, on va focuser sur un détail. Puis comme tu dis, ce détail-là va tout envahir ta concentration, ta tête. C'est juste ça qui te dérange, là. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis oui, éviter les bruits de fond, mais les bruits de fond, là, c'est tout, là, surtout dans une classe ou même à la maison. Tu sais, quelqu'un qui laisse le téléviseur ouvert en disant que c'est le devoir. C'est interdit chez nous. C'est juste interdit. J'ai été gentille, j'ai trouvé des solutions. Mon amoureux, j'ai acheté un super bon casque d'écoute pour la télé. Puis, il y a eu un cadeau des écouteurs aussi pour son iPad, pour quand il écoute ses émissions dans son iPad. Mes enfants, ils ont chacun une paire d'écouteurs Bluetooth. Tout le monde est équipé. Il n'y a pas question. Jamais tu vas me mettre une télé en bruit de fond. Oh, écoute, c'est souffrant. Ça fait mal. Je te dis, là, c'est une horreur. Je peux pas croire. J'ai quelqu'un, des fois, qui m'offre un transport, là, puis il sait, dès que je rentre dans son véhicule, il ferme sa radio tout de suite. Je peux pas. C'est quoi ça? Ah, ben c'est bien, j'aime ça que tu en parles de ce détail-là parce que justement, tu sais, on est avec plein des gens là, qui sont autistes, puis c'est pas écrit sur le front. Fait que des fois, c'est bien si la personne nous demande de fermer la radio, c'est pas nécessairement un caprice, c'est parce que, comme tu dis, c'est souffrant. Oui, vraiment. C'est épouvantable ce que ça me fait. Écoute, mettons, là, les enfants veulent écouter une vidéo YouTube dans le téléphone, puis ils mettent vraiment pas fort, puis c'est comme un genre de... Ça vient comme... J'ai l'impression d'avoir une mouche en haut de la tête. Ça fait pas tant de bruit, la mouche, mais c'est une mouche tout le temps, là. Puis j'ai essayé de m'habituer, il n'y a rien à faire. C'est épouvantable. Mais est-ce que tu dis à ce moment-là, c'est parce que c'est dû à l'hypersensibilité? Ben, on est beaucoup à avoir la misophonie. Oui, il y a l'hypersensibilité. Avant, je pensais que ça s'appelait vraiment juste l'hypersensibilité au niveau auditif, mais j'ai fait de la réadaptation auditive, là, puis ils m'ont vraiment dit que c'était de la misophonie, que c'est comme les sons pouvaient m'agresser vraiment plus, puis que c'était très fréquent chez les personnes autistes. Mais tu sais, ça vient un petit peu tout dans le même... Oui, mais c'est quand même bien qu'on en parle parce que des fois, ils vont dire ben, tu sais, c'est une l'hypersensibilité, donc je vais le désensibiliser. Hein? Tu sais, il y a un protocole pour désensibiliser, puis ça se fait pas comme ça. Puis quand on veut désensibiliser, si on fait juste plonger la personne plus dedans, ça peut faire vraiment l'effet contraire. Tu sais, si tu t'es brûlé, puis que je vais tout le temps te rebrûler par-dessus, ça va juste brûler plus. Tu vas juste en ajouter une couche, puis ça va devenir une grosse agression. Tu sais, l'agression est beaucoup moins forte s'il arrive de quoi de quelqu'un qui oublie puis qui met un bruit de fond du fait que j'en ai pas tout le temps. Mais si je suis prêt avec ça tout le temps, je viens. Tu sais, je le sais parce que, mettons, des fois, ils ont des anniversaires, mes enfants, puis là, ils reçoivent des amis, puis les amis font ça. Là, j'endure parce que c'est pas mes enfants puis c'est pas ma vie d'habitude. Fait que je le laisse aller. Mais écoute, à la fin, je suis tellement brûlée, là. C'est comme si tu m'avais passé ça avec un camion. Tous les petits bruits de fond, là, qu'ils font avec leur iPhone. Puis, Fait qu'idéalement, il faudrait quasiment permettre aux enfants de travailler avec des coquilles souvent pour... oui. Le problème, les coquilles, c'est super bien pour le travail. Par contre, ça coupe extrêmement. Si tu les utilises tout le temps, en permanence, tu peux créer l'effet contraire. C'est que là, tu crées une privation sensorielle, puis en étant tout le temps en privation sensorielle, ben là, ça peut être pire. Fait que c'est une question d'équilibre. Faut être capable de les utiliser quand on en a besoin, idéalement pas en tout temps. OK. Ben, c'est bien. C'est bien que tu le précises parce que justement, des fois, on va dire, on va les laisser avec des coquilles, comme ça va être correct, mais peut-être pas en tout temps, plus d'aller vers un équilibre ou comme tu dis, quand on se sent vraiment trop agressé. Oui, comme le principe de quand je cherche une adresse, je ferme le son de la musique dans l'auto. Tu sais, il faut apprendre à gérer quand est-ce qu'on en a vraiment besoin. Puis il existe des bouchons de musiciens aussi qu'on peut utiliser, que ça priorise la voix, fait qu'on entend bien le prof, mais ça coupe des sons extérieurs.
OK. J'ai Jenny aussi qui a commenté, qui dit que sa fille est addict aux écrans, puis des fois arrive un moment où elle a comme trop regardé les écrans, puis là, elle est en surcharge et elle se met à pleurer et on sent qu'elle est épuisée, vidée d'énergie. Donc, des fois, je sais pas, peut-être les écrans, peut-être faire attention aussi à ça parce que, tu sais, c'est sûr, il y a tout le temps du bruit constant aussi avec les écrans. Peut-être il y a tout ça aussi, ça dit trop de stimuli, je sais pas. Il paraît qu'il faut des pauses régulières. Puis, il faut regarder ailleurs aussi. Parce que, tu sais, si tu es tout le temps en train de regarder là, c'est pas, il faut que ton œil il puisse aussi comme regarder au loin, là, régulièrement. Puis, prendre des pauses. Il me semble que quand tu es surchargé d'un stimuli, il faut que tu prennes des pauses. Mais là, le time timer, il pourrait être adéquat parce que tu établis déjà d'avance, c'est pas une frustration, c'est pas, ben là, t'as assez fait ton écran, lâche-le, là. Mais là, l'enfant, il est là-dedans, là, tu y arraches, là, c'est comme, tandis que, tu sais, s'il y a son time timer, puis que là, il sait que, bon, il me reste 5 minutes, il se voit en train d'arrêter, c'est moins se faire arracher de quoi. C'est plus facile à gérer, tu vas te sauver bien des crises. Et le time timer que Valérie a pas, c'est comme une petite horloge que justement, on peut aller placer le temps qu'on décide, donc 30 minutes ou 1 heure, puis ça va comme, c'est comme une roulette rouge si on veut, là, en tout cas, moi, c'est rouge, là, chez nous, je pense que c'est rouge pour tout le monde. Puis là, maintenant, le temps va rapetisser justement pour arriver qu'il va rester 0 minute. Donc, c'est comme un décompte qui se fait, mais un décompte visuel qu'on peut avoir une image de combien de temps qu'il nous reste. Ou sinon, vous pouvez utiliser aussi des sabliers, parce qu'il y a des sabliers aussi de temps qui est possible, mais c'est moins précis. Hein? C'est moins précis, c'est moins visuel. Ouais, ben ça dépend, j'ai des sabliers chez nous que c'est écrit 10 minutes, 5 minutes. Ouais. T'as des beaux sabliers. Moi, mes sabliers, ils étaient pas beaux de même. Non, puis ils sont tous en couleur. Tu sais, le 10 minutes est mauve, le 1 minute, mettons, il est rouge, tu sais. Fait qu'il y a des sabliers de couleur et le temps est écrit dessus, là. Donc, ils savent, là. Fait que, mettons, pour brosser les dents, c'est ça, il y a un sablier de 2 minutes qui revire, puis là, ben, comme ça. Alors, vraiment, là, on revient, dans le fond, à nos premiers conseils qu'on a dit, bien préparer son enfant, avoir un temps précis, ben, ça peut aider à ce qu'il n'y ait pas une surcharge de stimuli. Je connais des adultes autistes qui utilisent encore le time timer. Puis il y a maintenant l'application aussi dans les téléphones intelligents. Donc, je connais plusieurs adultes autistes qui l'utilisaient mécaniquement puis que là, ils le mettent dans leur téléphone maintenant. OK. Ils aiment le principe de la fraction qui se ferme tranquillement. C'est comme une pointe de tarte, une tarte pleine, puis à un moment donné, elle se ferme, puis il n'y en a plus. OK. Ah, ben c'est bien. Moi, je savais même pas qu'il y avait une application. Fait que si une application, ben, vous pouvez aller la télécharger parce que oui, c'est vraiment un bon outil visuel, le time timer. Et ben, pour revenir à nos conseils, à notre sujet de favoriser l'apprentissage, on a aussi un autre conseil par rapport à l'environnement. Aussi d'éviter les équipements dérangeants. Et ça, c'est quelque chose qu'on pense pas des fois parce qu'on se dit, ben, je vais éviter les bruits de fond, mais pourquoi les équipements dérangeants? Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus par rapport à ça? Il y a beaucoup de crayons qui me tapent ses nerfs. Quand j'étais petite, les crayons à mine, ça m'irritait. Juste le son de la... Écoute, il y a comme de quoi... On dirait que la mine n'est pas égale. Tu sais, c'est du HB, là, des fois, ça grince. La prise du crayon aussi, souvent trop étroit, puis on a tendance des fois à tenir super fort. Fait que là, ça peut faire mal, puis ça salit. C'est dégueulasse. En plus, ça pue. Tout m'énerve, je pense, sur le crayon à mine. J'étais pas bonne en maths, puis à un moment donné, je sais plus pourquoi je me suis ramassée à faire des maths avec un stylo, puis ça a fait comme wow, les maths sont devenues tellement belles, puis tellement propres, puis c'est comme ça beurrait pas, puis c'est pas grave, je vais recommencer si je fais une erreur, mais c'était juste propre, puis la propreté de ma feuille, puis ça bavait pas. Tu sais, mes stylos, là, je vais pas prendre n'importe quel stylo, là. Maintenant, là, je me paye tu sais, mes stylos, je sais exactement ce que je veux, là, pour qu'ils soient, écoute, ils sont tellement parfaits, là. Dans le fond, là, ils ont comme une petite affaire douce sur le bout ici. Fait que ça glisse pas. Ça fait une bosse des deux côtés. Fait que, tu sais, je suis appuyée, ça a pas tendance à descendre, ça a pas tendance à rouler. Puis la mine n'est pas trop mince, fait qu'elle fait pas de bruit, elle fait pas... J'ai pas besoin de peser, elle coule, elle glisse, on dirait qu'ils flottent, mes stylos. J'en ai plusieurs, là, j'ai toutes les couleurs, là, puis je les adore, Ça m'aide à travailler mieux, je travaille plus vite. Parce que quand je fais ma comptabilité avec ces stylos-là, je viens pas Parce que la comptabilité, ça m'énerve, là, j'ai de la misère, j'ai de la misère à faire ça. Fait que c'est sûr que si mon crayon m'énerve, si j'ai de la musique, un bruit qui m'énerve, je viens pas fine, là, tu sais. Mais si tout est doux, là, je fais ma comptabilité doucement, puis c'est correct. Mais c'est juste ça, là, ça m'aide. Ouais.
Alors, d'éviter vraiment des fois les équipements dérangeants, mais qu'on ne pense pas qu'ils sont dérangeants, oui, ça peut vraiment là, nuire, je dirais, au niveau de l'apprentissage. Et si on fait attention à ça, ben, on va pouvoir favoriser l'apprentissage, justement, si la personne nous dit que, ben oui, ça se peut que les crayons, les fameux crayons comme ça ici soient dérangeants. Et ça nous amène tout de suite, je pense, à l'autre point, être libre d'écrire avec le crayon de son choix. Parce que oui, le crayon peut être un équipement dérangeant et on y pense pas. Tu sais, ça va un peu ensemble, ces deux points-là, l'équipement dérangeant puis être libre d'écrire avec son crayon. Puis justement, j'ai donné ce conseil-là récemment à une maman qui disait que son enfant, c'est l'enfer, il ne veut pas écrire. Et je lui ai dit, ben, essaye un stylo, essaye autre chose. Et toi, justement, qu'est-ce que tu dirais là-dessus sur laisser les enfants autistes d'être libres d'écrire avec leur crayon de leur choix? Ben, c'est sûr que c'est plus de gestion, puis tu sais, je comprends pour les profs et tout ça, là, mais moi, mes enfants, ça a été les mines .7, puis très rapidement, parce que ça leur tapait toutes ses nerfs, puis ils ont tout droit à leur pouce mine .7, que oui, je changeais 10 fois dans l'année, mais tu sais, j'aime mieux avoir un enfant qui change 10 fois son .7 que d'avoir un enfant qui déteste son matériel, là. Ouais. Ouais, donc, dans le fond, c'est juste un compromis entre dire que c'est pas nécessairement le crayon HB, c'est un crayon à mine, mais comme tu dis, .7, mais ça peut tout changer si on les laisse parce qu'il y a des enseignants qui veulent pas qu'on lâche le HB, là, surtout en début primaire, au début du primaire. Mais si des fois, pour certains, on leur permet l'adaptation d'avoir un crayon à mine, ben ça peut vraiment aider, là. Ou un stylo parfois, parce qu'il y en a que, comme tu dis, au niveau de la propreté, moi, c'est ça, le petit garçon en question, ben il aimait pas ça que sa feuille soit sale, puis ça l'agressait. Mais en parlant avec la maman, elle disait, ben, si on essayait le stylo, ben là, ça a tout changé parce que la feuille, c'est ça, elle reste propre. Tu sais, sinon, il existe d'autres mines. Tu sais, il n'y a pas juste le HB. C'est sûr, les crayons sont plus chers. Mais, tu sais, moi, il y avait le bruit qui m'agressait beaucoup. Mes enfants, c'était pas le bruit, je sais pas c'était quoi. Fait que quand j'ai vu que le .7 marchait, mais le .7, il bave moins, là. Tu sais, c'est pas de la grosse mine. C'est mince. Fait que ça fait moins de dégâts aussi. Mais il y avait d'autres choses aussi que je voulais qu'on en parle par rapport au crayon. Quand on dit laisser libre, des fois, les enfants d'essayer un autre crayon si on voit que ça ne fonctionne pas. Tu me disais l'autre fois que un enfant autiste, là, ben, n'importe qui, mais surtout les enfants, quand ils commencent à apprendre à écrire, c'est plus dur un crayon comme ça, puis on n'y pense pas. Parce que c'est pas toujours la même force, c'est pas la même force égale qu'on applique. Puis que tu disais, des fois, c'est plus facile d'écrire, soit comme avec un stylo ou avec un crayon à mine. Veux-tu en parler justement aux gens quand tu disais, même moi, quand j'écris avec un crayon, là, ça me fait mal. Oui, c'est ça, ça te fait mal. Je ne sais pas pourquoi ça me fait mal de même, tandis qu'avec ceux-là, j'ai juste besoin de glisser. Sinon, on dirait là, que je sers de plus en plus pour peser sur ma feuille tout le temps que ça soit bien opaque. Moi, je suis pas capable de supporter que ça fasse rien qu'effleurer, là. Fait que je pesais, je défonçais mes feuilles, tandis que là, tu sais, j'ai juste besoin de glisser puis ça fait super bien. Mais je sais plus ce que je t'avais dit de plus, là. C'était ça. La fois, t'expliquer aux gens parce que les gens ne pensent pas à ça. Tu sais, quand la maman, je lui dis ça, elle dit, ah, ben oui, c'est vrai, je n'avais pas pensé qu'on n'applique pas toujours la même force égale avec un crayon HB, là. Et des fois, justement, avec un stylo, ben, c'est toujours égal. Puis, justement, c'est un petit élément qu'on ne pense pas, mais c'est un élément qui peut tout changer pour l'apprentissage. Puis, comme je dis, la personne en question, elle n'aimait pas ça non plus que sa feuille soit sale. Puis, en allant avec un autre sort de crayon, ben, au moins, ça l'encourage à écrire. Puis, c'est ça qu'on veut. T'sais, on veut que les enfants écrivent quand même. Là, on ne veut pas qu'ils n'écrivent plus. Ou comme tu dis, oui, vas-y. Même les espèces de... Il y a comme de quoi d'écrit, de renfoncé, embossé dans le crayon à mine. C'est super énervant, cette affaire-là. Puis il n'est jamais de la même grandeur, en plus. Fait que tu sais, tu t'habitues à une grandeur, 5 minutes après, tu es rendu avec un affaire qu'il faut que tu tiennes autrement parce qu'il a rapetissé. C'est plus la même chose que tu as des mains. Ça n'a même plus le même poids. Ça n'arrête pas de changer. Tandis que là, c'est tout à pareil, là. Oui, ben tu vois, moi, c'est ce petit détail-là, justement, que je voulais que tu me parles parce que tu m'avais parlé avec ça. Oui, mais c'est correct. Mais tu sais, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est des petits détails qui peuvent, comme je dis, tout changer pour que l'enfant veuille écrire. Parce que l'autre fois, le petit garçon en question ne voulait même plus écrire, tu sais. Mais quand j'ai dit, essaye d'autres choses, essaye une autre sorte de crayon, ben, elle n'avait pas pensé à ça, mais ça fait qu'après ça, l'enfant, au moins, il veut écrire, tu sais, ça y tente, c'est ça qu'on veut, là. Fait que des fois, ça va être ça de se poser, je pense, les intervenants, les enseignants, les parents, tu sais, c'est quoi qu'on veut? Est-ce que c'est vraiment qu'on veut qu'ils utilisent tel crayon ou on veut que l'enfant écrive? Fait que des fois, peut-être les laisser libres de choisir le crayon, ça peut vraiment aider pour l'apprentissage de l'écriture. Un autre élément pour favoriser l'apprentissage, et ça, c'est un élément quand même assez important, utiliser des outils sensoriels pour apprendre. Ça, là, ça peut être génial. Ben, moi, c'est sûr, mettons, quand j'étais avec un client,
en live. On a beaucoup de live ces temps-ci. Quand j'ai besoin souvent de me concentrer, j'utilise mon dé lourd. Il est super lourd. Il est vraiment pesant. Puis je sais pas, mais les objets lourds, moi, ça me calme. Donc, je vais jouer avec. Il est froid quand je viens juste de le prendre en plus. Puis il y a plein de petits bouts pointus, mais pas trop pointus. Bref, pour moi, c'est vraiment un truc qui va m'apaiser énormément. Ça me permet de reprendre le focus parce que là, l'information, elle va aller sur mes mains. Puis c'est de l'information que je contrôle. Donc, je suis moins sollicitée par peut-être ma brassière qui me tanne un peu. Après ça, tu sais, peut-être que mon linge, tu sais, c'est plus... Tu sais, des fois, mes bas, même si j'ai choisi, puis je suis vraiment dans des affaires confortables, des fois, tu sais, mon lacet, il y a tout un tas de quoi qui va m'agresser un peu. Donc, ça va m'aider à me ramener. J'en ai plein d'autres. Quand j'ai besoin de calmer vraiment comme de la surcharge, je vais utiliser les bagues sensorielles comme ça calme énormément. On les utilise très, très, très lentement sur les doigts, puis c'est particulier. Il faut pas trop que je l'utilise parce que je vais me mettre à parler plus lentement. Après ça, j'ai mes pinces. Moi, ben, tu sais, il faut aimer ça, les pressions profondes. Moi, j'aime vraiment ça, les pressions profondes. Fait que ça, on dirait que ça me fait dessouffler, là. Ça me fait juste comme... Ça fait vraiment pas mal, là. Ça a l'air de, mais vraiment, vraiment pas pour moi. En tout cas, c'est plus comme un apaisement, là. J'ai l'impression d'être écrasée. J'ai mon toutou lourd que j'utilise beaucoup, qui est comme une grosse peluche lestée. L'autre fois, j'avais un cours photo avec un groupe, puis c'était pas dans mon environnement habituel, c'était dans une espèce de vieille auberge ou hôtel bizarre. En tout cas, toute l'odeur, tout ça, c'était comme... Fait que je suis retournée à ma chambre, je suis retournée chercher mon toutou lourd, je l'ai ramené dans la salle de cours, je l'ai mis sur moi, puis ça a comme fait « Ah! » Puis j'ai été capable de m'apaiser le corps. Souvent, on a de la misère, le proprioceptif, puis c'est comme si tout le corps était défait en petits morceaux, puis c'est vraiment tannant, là, c'est juste un inconfort, puis c'est tout là, c'est pratique. Les doux, il y a les peluches et compagnie qui sont faites vraiment dans des vraies peluches douces. Ils livrent même jusqu'en France maintenant. Puis sinon, il y a les lézards lestés qui sont moins doux, là, sont comme en brillant. Ouais. Puis, je me rappelle plus de la compagnie, par exemple. FDMT. Eh oui, c'est ça, FDMT. Ouais. Moi, j'ai le lézard justement brillant que tu parles, je l'ai chez moi. OK, moi, j'aime pas la texture. Ben moi, j'ai rajouté une housse parce que tu peux acheter aussi une housse qui est plus douce. Fait que moi, il est enveloppé dans une housse bleue, même s'il est plus beau sans sa housse, parce qu'honnêtement, les housses sont pas très belles, là. Tu sais, elle est bleue, mais c'est un genre de bleu-gris. Il a ses yeux, mais c'est pas comme le beau brillant qu'on voyait. Mais moi, c'est ça, j'ai une housse parce que, ben, premièrement, côté hygiène, parce que dans ma classe, je l'utilisais, puis les enfants pouvaient l'utiliser comme ils voulaient. Donc, vu que je le prêtais à plusieurs enfants, ben, je l'avais ma housse. C'est comme ça que je réussis à garder mon lézard propre. Puis avec mes enfants, ben, j'ai continué de garder la housse parce que justement, ça permet, ben, moi, je suis comme habituée à ça, puis j'aime mieux la texture, justement, que ben, eux autres aussi, je pense qu'il y a mieux la texture que les baies, puis comme tu dis, là, c'est brillant, puis ça a comme des baies pas mal, puis en tout cas, sinon, ça coule plus doux avec la housse, là. Mais c'est vraiment une question de goût parce que je pense qu'il y a plein d'autistes qui adorent vraiment le lézard, puis il y en a d'autres qui aiment vraiment plus les peluches, fait qu'on peut aller vers un ou l'autre. J'ai Jenny qui te pose une question. Jessica, par rapport aux sensations, ressens-tu le besoin de serrer très fort les gens dans les bras? Non. Ben, mettons à l'hôpital, une fois, j'avais super, super mal. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a proposé de la serrer, mais je l'ai serrée vraiment trop fort. Puis elle m'a dit que j'étais en train de casser son bras. Puis finalement, tu sais, comme quand je me suis réveillée d'être en train de faire ça, j'étais vraiment en train de casser son bras. Puis là, j'étais désolée. Mais c'est plus avec ma main que j'aimerais serrer, mais c'est pas pour faire mal. Mais moi, j'ai besoin de me faire serrer des fois. Quand je m'excuse, j'ai un téléphone et c'est vraiment tannant. Ça va arrêter. C'est arrêté. OK. Mettons là qu'on est dans un souper, je suis surchargée, ça va pas, je stresse, mon amoureux, il le voit. Des fois, il va prendre mon bras et il va le serrer super fort comme ça. Puis, ça me calme, ça m'apaise. La pression profonde, je déteste les effleurements. Fait que c'est pour ça, mes pinces aussi, là, j'aime vraiment mieux les pressions profondes. Des fois, si on n'est pas en public, il peut me serrer tout au complet super fort. Puis, ça va me calmer aussi. Mais je ne vais pas serrer les autres personnes, là. Puis mes amis ne me touchent pas. J'aime pas ça, me faire toucher. OK. Puis toi, tu ne ressens pas le besoin d'aller serrer les gens fort. C'est que je pense que Jenny, c'est ça, sa fille est autiste et sa fille, mais c'est ça, me semble que c'est pour ça qu'elle a posé la question, c'est qu'elle ressent le besoin d'aller serrer les autres fort. Donc, en autisme, il y a souvent comment je dirais, par rapport au contact physique avec les autres, il y a souvent que c'est pas bien balancé. Donc, moi, ça va être
vraiment moins, mais il y en a beaucoup que c'est aussi vraiment plus. Donc, il y en a que c'est trop, qui vont tout le temps vouloir aller toucher, puis il y en a d'autres que ils veulent jamais. On a souvent les deux extrêmes. C'est comme la sensibilité aussi. Tu sais, on a souvent des hypersensibilités, puis il y en a d'autres qui ont les hyposensibilités. C'est comme si on était comme... On va te bugger, mais pas nécessairement du même bord. C'est au hasard. OK. Donc, c'est ça. Donc, ça se peut que c'est ça, sa fille ressente, elle, le besoin d'aller serrer les gens. C'est tout à fait normal. Puis, il y en a d'autres que c'est complètement, comme tu dis, le contraire. Ça peut être des deux extrêmes. Oui, vraiment. OK. Parfait. Bon, ben, elle fait dire merci d'avoir répondu à sa question. Alors, les outils sensoriels, vraiment pour apprendre, puis ça, on en a parlé, puis comme j'ai dit, même moi, j'utilisais beaucoup le lézard, là, c'est vrai que c'est un animal lourd, en tout cas, ça calme les enfants, ça fait du bien. Il y a aussi on n'en a pas parlé, les tangles, là, aussi, qu'on peut jouer avec ça, puis ça aide à la concentration. Ben, le mot-clé, là, sur Internet, si vous en cherchez, c'est fidget. Si vous cherchez fidget, F-I-D-G-E-T, avec autisme en anglais, vous allez en voir de toutes les sortes. Il y a des petits cubes, il y a des affaires, des boutons pression, il y a des plaques avec plein de trous. Il y a toutes sortes de jouets, puis c'est en les essayant tous qu'on trouve ceux qui nous conviennent. OK. Oui, parce qu'il y a plusieurs sortes de tangas, là. Ben, moi, j'ai pas ça de tanga, mais comme tu dis, fidget, là, mais c'est ça, c'est pas nécessairement parce que tu en achètes un que ça va fonctionner. Fait que ça se peut que tu aies besoin d'acheter quelques outils, voir lequel il va fonctionner le mieux. Mon ami Atis, il y a le Tangle Do, là, c'est comme du velours, là, puis juste à y penser, ça grince dans ma tête. Moi, j'ai celui avec plein de petites bosses, puis j'aime ça le renfoncer dans mes doigts, mais moi, j'aime ça quand c'est plus fort un peu. Lui, il aime ça quand c'est doux, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment plein d'outils, c'est ça, sur FDMT, sur l'autre que tu avais dit, Peluche et... Peluche et compagnie, c'est pour tout ce qui est des peluches, mais il y en a partout ailleurs, là. Il y a Optoys aussi en France qui ont des outils. Hein? Oui. Optoys en France aussi qui a des outils. Après ça, Bro-Boutier, je pense. Oui, Bro-Boutier en a aussi quelques-uns, oui. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup... Bro-Boutier, c'est vrai qu'il y en a aussi quand même beaucoup assez intéressants de plus en plus. Moi, c'est sûr, j'en achetais quand même il y a 15 ans. Fait qu'il y a 15 ans, il y en avait un peu moins, mais FDMT était déjà spécialisé là-dedans, dans tous les outils là, spécialisés pour les enfants autistes, TDAH, etc. Okay. Jenny, justement, a commenté que oui, sa fille a besoin beaucoup de serrer fort les gens, accepte les effleurements, mais déteste les shampoings. Mais c'est parce que c'est une attaque. OK, c'est vraiment... Quand elle va être capable de les faire elle-même, ça va être déjà plus facile. Moi, c'était vraiment, vraiment difficile. J'ai voulu très tôt les faire, mais en même temps, je ne comprenais pas comment les faire. Donc, j'ai resté toute ma vie avec les cheveux sales jusqu'à temps que je sois adulte. Là. Mais c'est parce qu'on ne le contrôle pas, là. Ça arrive de partout. C'est vraiment intense, le shampoing. Plus vite qu'elle va apprendre à les faire, plus ça va être facile. Et là, je ferais du pouce là-dessus sur mais qu'est-ce que tu suggérais pour qu'elle apprenne à les faire? Parce que des fois, le parent va essayer d'y montrer, mais on dirait que ça ne fonctionne pas. À sec avant. Parce que là, c'est sûr que si tu es en train d'y montrer de quoi, tu es en train d'essayer d'y montrer quelque chose alors qu'elle est déjà attaquée par le bruit de l'eau, par le chaud, le froid mélangé, par le ventilateur peut-être de la salle de bain, par le fait que tu as quelqu'un qui est dans ta bulle, qui est en train de vouloir te laver, par l'anticipation, il y a comme 1 million d'affaires à gérer, là. Tu es dans un bain ou dans une douche, c'est wouhou! Fait que d'y montrer à sec, d'y montrer pas dans la douche, de le pratiquer le mouvement, de l'imaginer, de le mimer, mais sans le faire dans la douche au début, puis peut-être les premières fois avec une pomme de douche, puis tu sais, que l'enfant contrôle doucement. Bon, moi, je vais m'arroser la tête moi-même. Tu sais, essaye de te chatouiller toi-même, tu pourras pas. Le corps, il réagit pas pareil à quelque chose qui est de l'extérieur puis qui vient de toi. Mais c'est la même chose. Quand c'est toi qui te fais une sensation, elle est vraiment moins pire que quand c'est quelqu'un qui te la fait. Fait que... Oui, ça, c'est un bon point. Ouais. Fait que vraiment d'aller apprivoiser la pomme de douche doucement, de dire OK, on fait un jeu, j'essaie d'endurer 5 secondes la pomme de douche sur mon nez. J'ai gagné! Tu sais, je sais pas, mais il y a moyen d'y aller graduellement. Parce que là, c'est sûr que si vous la mettez direct dans l'eau, ben ouais, on te lave les cheveux. Ouais, ben OK. Ouais. Mais comme on disait tantôt, c'est ça, c'est qu'on pense pas à quel point il y a des petits détails autour d'une activité peut déranger un enfant autiste. Fait comme tu disais, mais là, il y a le stimuli de l'eau qui est froide, qui est chaude, il y a la pomme de douche, il y a le fait aussi qu'il y a un parent qui est dans sa bulle, veut pas. Tu sais, ça fait beaucoup. Puis comme tu dis, en plus, c'est agressant le shampoing. Fait que là, à un moment donné, ça fait comme beaucoup d'accumulation,
beaucoup de surcharge émotive, puis c'est ça, surcharge énergétique, puis on a besoin à un moment donné de laisser aller, là, puis ça se peut que l'enfant, c'est pour ça que ça fonctionne pas, qu'elle n'arrive pas à faire ses shampoings encore elle-même, puis à cause de tout ça, mais c'est une très, très bonne idée, je trouve, de le faire à sec, parce qu'on n'y pense pas en tant que parent, on va faire, OK, ben c'est là que ça se passe, hein, le shampoing, fait que c'est là qu'il faut qu'elle l'apprenne, mais de le faire à sec, de le faire sous forme de jeu, peut-être aussi, comme Jenny disait, peut-être devant un miroir aussi, se regarder pour le faire, comme tu disais, en mimant, ben peut-être que là, ça va aider. Moi, je pense que c'est un excellent conseil qui va aider même d'autres parents par rapport à ça, parce que des fois, c'est des petits détails, mais ça peut tout changer. Et par rapport justement, alors on avait dit les outils sensoriels, puis ça, on en a parlé beaucoup parce que c'est sûr que c'est quand même quelque chose d'important. Les outils sensoriels, ça aide énormément. Puis comme tu disais, même toi, des fois, juste en parlant aux gens, tu as un dé dans tes mains, puis ça aide à focusser, à toucher. Donc, tu sais, en tout temps, on peut avoir un outil. Et ça, je suggère vraiment en tout temps, même les enfants, permettez-les dans la classe d'en avoir un pas loin d'eux qui leur fait du bien, mais d'avoir essayé, c'est sûr, l'outil. Et les outils, là, je ferais aussi quelque chose là-dessus, un élément. Essayez les outils, mais pas quand l'enfant est en crise. Tu sais, on a vu là que, ouais, ça, il faut que j'en parle parce que c'est un élément qui me dérange tout le temps. Moi, de voir un intervenant, OK, là, l'enfant est en crise, on lui donne un animal lourd. Non, jamais, là, tu sais, faites-le quand l'enfant est calme. Puis, comme on disait, tu sais, même par rapport au tangle, au fidget, d'essayer plusieurs textures, que l'enfant, au moins, puisse choisir, pas d'imposer un outil. Tu sais, présenter différents outils, faites-le quand l'enfant est calme, quand il est bien, quand il se sent bien, pas dans un moment que c'est une crise puis que tu vois que l'enfant est en panique, là. Ben, à moins que ce soit un outil. Ce qui m'a le plus aidé, là, c'est déjà d'identifier quand est-ce que je pourrais rentrer en crise, quand est-ce que je me sens pas bien, puis qu'est-ce qui m'arrive, OK? J'ai de la difficulté à différencier si je digère mal, si j'ai de la douleur ou si j'ai de l'angoisse. Tu sais, pour moi, c'est pas clair. Fait que déjà, quand on est capable de voir venir, c'est l'idéal. Fait que quand on choisit l'outil pas en crise, mais qu'on le garde à portée de la main, qu'on l'a en tête, quand on va avoir des premiers indices de ce qu'on apprend à identifier comme étant un potentiel malaise ou peu importe, on va chercher l'outil. Comme quand j'ai pris le cours photo, j'étais pas encore en panique, mais je sentais que j'étais pas bien. Fait que là, je l'avais, je pouvais prendre mon outil, tu sais. Ouais. Mais je l'avais choisi quand je me sentais bien. Oui, c'est ça. Et ça, c'est bon vraiment, ah oui, ça, c'est vraiment un élément que je suggère parce que comme je dis, j'en ai vu beaucoup là, dans les établissements scolaires que l'enfant est en crise, c'est quasiment il lance un animal lourd. Puis je suis comme, ben non, tu sais, ça marche. Surtout, comme je dis, si l'enfant n'a jamais testé cet outil-là, tu sais, je dis pas si c'est son animal de réconfort, tu sais, si c'est vraiment un outil que l'enfant est habitué d'utiliser, oui, OK, tu sais, mais comme tu disais, idéalement avant la grosse crise. Là, je l'imagine. Oui. Ça n'a pas de sens. Oui, mais tu sais, c'est quelque chose qui se voit quand même, là. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, idéalement, faites-le vraiment dans des moments que l'enfant est calme, qui est habitué. Puis si, oui, il fait une crise, là, puis c'est un outil qu'il est habitué d'utiliser, mais essayez jamais, c'est pas le temps d'essayer des outils, là. Ah non. Vraiment pas. On va tout rejeter, là. Oui. On veut rien savoir quand on va pas bien. Non, ben c'est ça. Comme tu dis, ça va être un gros rejet. Fait que c'est pas. Les outils sensoriels, on fait ça quand l'enfant est calme. Puis tout va bien. Et pour favoriser aussi les apprentissages, on va aussi pouvoir peut-être apprendre par les sens. Ça, c'est quelque chose qu'on pense pas, mais veut pas, vu qu'on disait, des fois, les autistes ont quand même une hypersensibilité. Alors, des fois, on peut aller aussi apprendre avec le sens olfactif. Il y a aussi la vue, le toucher. Moi, je vais en parler un peu, puis si tu veux, tu rajouteras des exemples là-dessus. Justement, c'est pourquoi c'est tellement important des fois, quand on va parler d'un personnage en histoire, de montrer une image, parce qu'on va aller chercher le sens de la vue. Tu sais, là, ça va être visuel et ça va être concret, parce que des fois, c'est tellement abstrait, le pourcentage en quartier, on le rencontrera jamais dans notre vie, il n'est plus là. Mais si au moins tu as une image, tu peux voir à quoi ressemblait le personnage et à quelle époque il vivait et dans quel genre, si on veut, de vie, quel genre de vie qu'il avait. Là. Tu sais, on peut déjà voir concrètement qui était Jean Cartier et où est-ce qu'il vivait. Et la même chose pour le toucher. Tu sais, le toucher, là, quand on va dire à un enfant, la lettre majuscule A, comme je te parlais, tu sais, ça, c'est de quoi je vois souvent, mais c'est parce que les enfants, il y en a qui m'ont déjà dit ça. Moi, madame, là, même si tu me dis que le E majuscule, il y a 4 barres, une barre verticale, 3 barres horizontales, ça ne me dit rien, c'est abstrait. Mais quand on a fait toucher à l'enfant, on lui a mis une lettre dans ses mains qu'il pouvait manipuler, là, l'enfant peut avoir une image dans sa tête, le visualiser. Puis plus il va le visualiser, plus que l'apprentissage va être concret. Et justement, toi, est-ce que tu avais un exemple à donner là-dessus? Comment des fois, peut-être,
on peut aider un enfant autiste à apprendre par les sens? Ben, moi, le visuel, c'est extrêmement important. Là. Quand je travaille, là, mes clients, ben souvent, ils vont m'expliquer leurs affaires, puis je fais montre-moi-le, arrête, envoie-moi-le, montre-moi-le, fais-moi un print screen, je m'en fous, go, je veux le voir. Puis l'autre fois, il y a un monsieur qui est venu chez nous pour réparer le poêle au granule. Puis là, il m'a chialé après parce que je le regardais pas dans les yeux. Mais moi, je regardais mon poêle au granule. Mais moi, le poêle au granule, je l'aime pas, je comprends pas, ça me stresse, il y a comme plein de bébelles là-dedans, c'est donc bien compliqué. Puis lui, il est en train de me l'expliquer. Moi, là, il fallait vraiment que j'attache l'information du poil avec l'image du poil. Puis j'apprends beaucoup mieux sur quelque chose que je suis en train de regarder. Quand je me fais des dessins de ce que les gens me disent souvent pour les retenir, puis ça n'a pas besoin d'être des gros dessins, mais les formes de base, puis vraiment le visuel, le cerveau visuel chez les personnes autistes, il est plus important que tout le reste. Là. Les processus visuoperceptifs, c'est par là qu'on réfléchit, qu'on prend des décisions, c'est par là qu'on analyse. C'est pas comme les autres. La vue, c'est extrêmement important. Après ça, les autres sens, je trouve que c'est juste du bonus. C'est vraiment utile aussi. Moi, j'apprends mieux quand, mettons, si je vis une nouvelle affaire, il y a une odeur d'attacher à cette chose-là. Ça va m'aider. Quand je vais ressentir cette odeur-là, je vais plus me rappeler que je vivais ça. Ça, c'est vrai que ça m'aide aussi. Tous les sens m'aident, mais particulièrement la vue. Puis c'est pas pour rien les pictos pour les autistes. Là, il y a plein d'affaires qu'on comprend avec les pictos. Puis, tu sais, le code de la sécurité routière, c'est tellement extraordinaire. C'est de tout ça, là. Ça en est des images claires, régulières, pareil. Il y a des règles, tu le sais. Ah, ça soulage, mais si on me les avait dit verbalement, ces règles-là, oublie, là. Mais là, c'est juste tellement bien fait. Oui, et là, tu l'as vraiment bien expliqué à quel point c'est important, les pictos. Tu sais, des fois, c'est un conseil que les parents se font dire « Ah, mets des pictos pour qu'il fasse sa routine du matin. » Oui, mais c'est parce que c'est important. Comme tu as dit, le cerveau, là, la partie qui est visuelle est beaucoup plus forte que d'autres personnes. Tu sais, pour vous, là, c'est super important quand tu es autiste de dire « OK, moi, je vois concrètement ce qui se passe. » Éviter d'aller dans l'abstrait. Tout ce qui est abstrait, là, c'est pas... c'est ça, il faut que ce soit concret puis qu'on puisse le voir concrètement. Qu'est-ce que la personne veut nous dire? C'est ça. Oui, c'est ça. Et justement, quand on parlait même aussi, tu disais de donner des informations, on va aller vers l'autre élément, synthétiser aussi les informations à apprendre. Quand on dit à un enfant, comme on parlait, là, je prends Jacques Cartier, puis là, tu sais, on part sur Jacques Cartier, puis on donne, tu sais, des détails, puis ça finit plus. Hey, des fois, là, ça, les enfants font comme, non, mais c'est trop d'informations, là. On peut-tu aller dans les choses essentielles? Puis, comme moi, je dis souvent, aller une notion à la fois. Tu sais, tu veux parler d'une période, l'histoire, ben commence pas à parler de 4 personnages principaux, parle de un personnage à la fois, mets une image avec des mots clés en dessous pour synthétiser les informations. Puis, vas-y. Les synthétiser de façon visuelle, c'est extrêmement important aussi, OK? Oui. Ta feuille, là, OK? Imagine-la comme ton salon, OK? Tu vas-tu mettre des meubles à la grandeur du salon que tu peux plus circuler? Non. Ta feuille, le but, c'est pas de la remplir, c'est d'utiliser les blancs autant que le pas blanc, OK? Des niveaux d'information. Grand titre clair d'une manière, toujours de la même manière. Tu dis, mettons, OK, moi, mes grands titres, je vais les mettre de telle grosseur, je vais le souligner de telle couleur tout le temps. Mon sous-titre, une bonne séparation, j'espace. Après ça, les puces. Arrêtez de mettre 78 mots en avant des mots que vous voulez dire quand vous avez des listes à puces. Synthétisez, puis laissez des espaces entre chaque section. Moi, là, je me faisais vraiment des lignes de séparation dans mes notes pour vraiment, tu sais, comme avoir toutes mes sections bien séparées. Puis, même moi pas un texte en continu, je comprends juste rien, là. Fait que j'en ai fait de mon métier. Je peux pas croire que le monde présente leurs infos de cette façon-là. Ça fait juste c'est comme tu prends tout ton repas, tu le passes au mélangeur. Là. Tu sais plus qu'est-ce qui est quoi. Là. C'est une belle image. Mais justement, ça, c'est bien que tu en parles parce que justement, j'en parlais l'autre fois à quelqu'un qui, justement, voyons, ton enfant n'a pas d'adaptation, elle a les mêmes devoirs que les autres, elle a les mêmes choses. Fait que là, elle a des longs textes, tu sais, hey, c'est fou, là. J'ai dit, mais ça y prendrait de quoi une feuille qui va synthétiser l'information, qui va aller, comme tu disais, chercher un plus gros titre, un sous-titre, qui va aider à résumer, puis ça va être plus facile à prendre, mémoriser des notions que justement d'aller juste avec un gros texte que, comme tu disais, là, on se perd là-dedans dans le texte, là. Et même, tu disais même au niveau des puces, hein, faites attention, il y en a qui vont faire, oui, mais je fais des puces avec des éléments importants, mais c'est des longues phrases. Ouais. Ça marche pas.
L'idéal, c'est d'avoir les deux. Tu sais, tu peux lire ton truc en continu pour le lire une fois, mais tu as la révision propre, puis bien séparée. Oui, parce que les autistes, ils ont une forte capacité à mémoriser. Mais pour mémoriser, c'est pas un texte en continu, là, ça va être des mots-clés. C'est ça. Oui, comme tu dis, on peut lire le texte, mais tu l'as lu une fois, mais après ça, pour vraiment le mémoriser ou l'apprendre ou le comprendre, des mots-clés qui vont être ressortis du texte vont vraiment aider l'enfant à apprendre, à comprendre son texte. Vous allez voir, il va y avoir un changement si vraiment vous faites ça, là, d'aller chercher des mots-clés dans le texte. Ça va aider parce que votre capacité de mémorisation est vraiment forte. Puis, on n'a pas parlé, là, mais tu sais, les nouvelles méthodes de correction, qu'il faut tout faire un gros bordel dégueulasse sur notre ligne en français, là, qu'il faut faire des petites lignes qui s'attachent avec un rond autour de notre... C'est quoi cette horreur? Je peux pas imaginer. Je veux dire, on voit plus rien, là, c'est une motte. Quand, là, j'ai écrit mon livre, là, la correctrice, elle devait me donner des corrections, puis juste les corrections dans Word, OK, qui prennent un mémo, qui mettent une genre de diagonale dégueulasse avec une autre couleur pour me mettre la note de l'heure de la note, qui l'a écrit une réponse, mais tout est comme... J'ai même pas été capable. Il a fallu qu'il me donne les corrections avec un autre code de correction que je me suis trouvé qui était tu m'insères à travers le texte la même grosseur en bleu avec ce souligné ta correction, puis moi, après, je vais l'effacer parce que juste de voir passer les lignes, j'étais même pas capable de gérer ce qu'il me disait. Ça m'attaquait. J'essayais, puis j'avais juste le goût de pleurer. Puis, tu sais, je suis intelligente, là. C'est pas ça, là. C'est... Visuellement, c'est trop lourd. Faut que ça soit propre. D'ailleurs, ça doit être pour ça que j'ai eu de la misère avec tes feuilles de même. Trop de stock. Regarde! Tu sais, c'est tout collé. Puis j'aurais dû la reprendre. J'aurais dû m'enlever déjà, tu sais, les grammaires là, puis là. J'aurais dû enlever toutes tes deuxièmes, tu sais, t'as tout doublé, t'as tout remis, même, tu sais. J'aurais dû. Mais je l'ai pas fait, mais ça m'aurait aidé parce que j'avais plus de, voyons, tu sais. Moi, faut que ça soit... J'avais mis les points soulignés pour les faire ressortir, mais c'est sûr que vu qu'il y avait beaucoup d'éléments... vu qu'il y avait beaucoup d'éléments, ils ont tous été sa même feuille, mais c'est bien parce que ça fait un bel exemple à montrer que, justement, c'est trop... Puis pourtant, tu sais, ils sont séparés par points, là, comme on disait tantôt. Oui, mais non, mais regarde, moi, quand je me fais des notes, là... Mais, c'est ça, idéalement, c'est d'aller encore plus épurer, d'aller encore plus synthétiser. Ça, c'est des notes que moi, je me fais. Ah oui, on voit comment c'est épuré, là. Je mets pas grand-chose dans mes feuilles, mais c'est parce que, tu sais, je peux mettre des petites notes à côté au besoin, puis ça bourre pas mes trucs principaux. Mais elles sont toutes propres, là. Mes puces, tu sais, mes listes à puces, mettons, je veux parler d'une attaque visuelle, tu sais, je me suis fait des listes à puces comme ça, gars, il y a quasiment pas de mots, là. Non, t'as ton titre en plus gros, puis t'as vraiment des mots-clés pour chacun, puis t'as une image à côté, comme on disait tantôt. Mais c'est ça, exactement, je le fais pour moi, c'est à moi. C'est quand je veux donner l'information. Là, j'avais des grandes phrases, toi. Fait que j'étais pas capable. Mais quand je fais mes notes pour moi, c'est ça. Écoute, attaque visuelle, lumière, motif, désordre, asymétrie, désalignement. Mais je me rappelle de tout ce qui vient avec. Mais quand il faut que je lise, puis pourtant, je lis super bien. C'est pas ça. Si je lis un roman, ça va y aller. Mais quand il faut que je me repère, c'est comme si tu avais des panneaux de circulation partout qui te disaient quoi faire tout le temps en continu. Non, tu sais, tu vas avoir un stop au bout de la rue. Tu vas pas avoir 8 stops qui vont te dire que tu vas en avoir un. Tu en as un. Hey! Excellent. C'est comme si je t'ai détruit tes feuilles. C'est correct. Ça me dérange pas. Ben, on en avait parlé tout à l'heure, justement, de mes feuilles, que justement, on avait essayé de détailler les points, mais comme j'avais essayé de détailler le plus l'entrevue pour être sûr de bien te préparer, ben là, je suis allée plus dans la préparation que dans la synthétisation des informations. Fait qu'idéalement, ça aurait été quasiment comme on disait, 2 formats. Oui, une feuille que tu peux lire de même, après ça, d'aller plus dans la synthétisation pour vraiment le garder dans tes mains puis le garder pour toi. C'est moi qui n'ai pas fait le travail. En fait, j'aurais dû... Normalement, je reprends tout puis je... Oui. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est correct. C'est ça que je voulais qu'on parle puis qu'on le montre aux gens que oui, justement, c'est pas un problème d'intelligence. On peut donner, comme on disait, un texte encore là, comme je dis, c'est même pas un texte en lignée, comme des fois on voit là, vraiment des longs textes, là, qu'il n'y a pas de paragraphe, puis c'est tout du début à la fin. C'est quand même séparé, mais c'est trop. Fait que tu sais, oui, l'enfant peut le lire, mais idéalement, après ça, un coup qu'il l'a lu une fois, on veut qu'il retravaille avec, on veut qu'il apprenne, on veut qu'il retienne.
ben, aller vers une autre feuille, dire, OK, tu l'as lu, en gros, c'est ça, mettons, je sais pas, moi, la notion que vous voulez apprendre, en gros, c'est ça que je veux que tu apprennes, mais là, on va aller synthétiser l'information plus dans le style comme que tu as fait. Donc, on va ressortir que le titre, c'est ça qui est important à retenir, les 5 mots-clés, c'est ça, et on met une image, et voilà, là, c'est génial, parce que oui, c'est vrai, non, mais on vient d'expliquer. Il était là, il traînait sur le bureau, tu sais, Oui, c'est vrai, c'était pas prévu, mais non, mais c'est vraiment bon qu'on en parle parce qu'on montre vraiment comment, justement, que ça devrait être fait, les apprentissages pour les favoriser. C'est ça le sujet, justement, qu'on veut qu'on parle. Puis je veux vraiment que cette vidéo-là même soit partagée à des enseignants. Comme je disais aussi, même en France, on n'en parle pas beaucoup de l'autisme. Puis j'en parlais avec une autre amie l'autre fois qui me disait que plusieurs de ses collègues enseignants, que c'est pas un sujet qui parle ensemble, il n'y a pas beaucoup d'adaptation. Fait que si on peut justement inviter les gens à dire OK, c'est correct, je donne un texte. Oui, peut-être c'est correct, mais après ça, c'est pas comme ça que l'enfant va le retenir. C'est pas comme ça que vous allez, comme tu dis, tu vas être bien pour travailler avec la feuille. Tu sais, présentement, tu n'es peut-être pas bien de travailler avec la feuille parce qu'on n'a pas été vers une feuille où on a synthétisé le gros titre puis les éléments clés et qu'on a laissé de l'espace libre. Mais tu es capable de la lire, tu sais, c'est ça, c'est pas un problème d'intelligence. Non, ça, je comprends tout ce que tu as écrit, c'est super clair, mais c'est que je suis pas capable de juste englober, tu sais. Oui, c'est ça. On travaille pas avec ça. Tu sais, c'est pas l'idéal. Là. Fait que c'est parfait. Comme je te dis, ça me dérange pas tout parce que je veux qu'on en parle. Puis tu sais, je sais, là, c'est ça. Faut le dire aux gens, ils sont capables de lire. C'est pas un problème d'intelligence, c'est pas ça. Mais ils voudront pas travailler avec la feuille parce qu'ils sont pas bien. Un coup qu'ils ont lu le texte, on s'en va vers un autre outil. Hey, ouais. Wow. Ouais. Et une autre chose, on a un peu parlé tantôt, je pense que tu l'as un peu dit, de prendre des pauses. Mais on va amener les gens vers l'importance vraiment de prendre des pauses des fois parce que tu peux pas laisser, en fait, même moi, je dis pour n'importe quel enfant, que tu sois autiste ou pas, là, l'histoire de rester assis pour apprendre puis être assis 1 heure, 2 heures, on a besoin de bouger pour apprendre, ça, c'est certain, mais des fois, il faut aller faire son reset. J'ai pas trop le terme en français, là, mais... Redémarrage. Redémarrage, vas-y, oui. Ben, mon amie, des fois, là, elle me taquine, elle me dit, en parlant de moi, redémarrage en cours. Puis elle le répète. Puis c'est quand, justement, je m'en fais des pauses, mais des fois, même sans partir, je me fais des propres pauses dans ma tête, puis je viens comme... le monde, il pense qu'il se passe plus rien, mais c'est pas vrai. Il y a vraiment toute une réorganisation qui s'effectue, un nettoyage à l'intérieur pour redevenir fonctionnel. C'est que là, j'ai saturé. Puis je le prends. Mais j'ai plein de manières de prendre des pauses, là. Mais mettons, l'autre fois, j'étais à la Zumba, puis là, la professeure a de la misère avec ses haut-parleurs, tout ça, puis des fois, ça grince. Puis là, je vois que je suis surcharge, je suis sur le bord d'une crise, mais juste à la salle de bain, je vais à la salle de bain quelques minutes, je prends de l'eau froide, je me rince, et la salle de bain est silencieuse, je vais dans celle qui est toute seule, je vais pas dans celle qui en a plein d'alignés. Tu sais, je me calme, puis je reviens. Mais si là, mettons, j'étais dans une classe puis j'avais pas le droit de sortir ou qu'il faut que j'argumente avec un prof pour dire, ben là, je suis sur le bord d'une crise, je peux pas le formuler que je suis sur le bord d'une crise, j'ai de la misère à trouver la porte pour sortir, là. Fait que c'est juste, je m'en vais, j'en ai besoin. Ça prend, j'appelle ça une sortie de secours tout le temps. Ça me prend une sortie de secours. Ou des fois, mettons, j'étais dans un souper chez quelqu'un, puis je vais pas faire ça, moi, des soupers chez les gens d'habitude, je trouve ça vraiment difficile. C'est rare que je fais ça. Puis là, c'était trop. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, j'étais jamais allée chez eux, puis j'ai dit, je peux-tu prendre une douche? Ils ont fait, OK. Mais, tu sais, j'ai pu prendre une douche et j'ai pu revenir, tu sais, fonctionner une autre demi-heure. Après, j'ai été saturée encore, puis j'étais juste plus capable. Mais j'ai gagné une demi-heure avec ma douche, tu sais. Ça m'a remise à zéro. Au moins la peau, tu sais. Oui. Des fois, mais est-ce que tu suggérais à ce moment-là, comme aux enseignants, aux parents, de prévoir d'avance avec l'enfant, peut-être, comme tu dis, une sortie de secours? Oui. Si tu te sens plus bien, tu sais, pas que la parente prenne personnel si son enfant, tu sais, mettons, sont en train de faire je sais pas moi, du français, des maths, puis que l'enfant se lève, s'en va, puis que le parent prenne ça personnel, puis dit, hey, comment ça, tu t'en vas, tu m'écoutes plus, tu sais, ou même l'enseignant, tu sais, il voit l'enfant qui se lève, il sort de la classe, il va faire wow, là. Mais. J'en ai vu qui en reposent dans la classe, hein? J'en ai vu qui ont fait des coins, là, comme dans des genres de tentes. Oui. Puis là, dans le fond, quand l'enfant surcharge, il s'en va dans sa petite tente, il s'enveloppe dans un doudou. Là, il fait plus noir là-dedans, il y a moins de son. Tu sais, il peut se mettre même la doudou ses oreilles ou ses coquilles ou peu importe, puis il prend sa petite pause, puis il revient. Il y en a-tu beaucoup? Il me semble que j'en ai vu souvent de ça.
Ça dépend des endroits. Là. Moi, ici, dans les écoles, non, j'en ai pas vu de coin pour ça. Et, par contre, j'ai vu des locales extérieurs. Un autre local qui est prévu pour ça là, à l'extérieur de la classe. Là. Donc, l'enfant peut aller sortir et aller dans un autre local à part. Mais à ce moment-là, il prévoit justement une procédure que si l'enfant sent qu'il en a besoin, il se lève et il faut qu'il aille dans l'autre local. Fait que, comme je dis, c'est des procédures prévues d'avance. Mais je trouve ça bon quand même que ce que tu suggères, parce que même les parents, ceux qui font l'éducation à domicile avec leur enfant, ben peut-être prévoir un coin, comme tu dis, une tente, une place avec des couvertures, que si l'enfant sent qu'il a besoin, ben s'en va là, dans ce coin-là, pour aller faire son petit redémarrage. Tu sais, c'est pas une place où tu laisses un jeu vidéo, là. Non. Il peut avoir une musique, il peut avoir un livre, mais il peut pas avoir un stimuli, là, vraiment stimuli, là. Oui, parce que dans le fond, tu veux vraiment comme mettre ton énergie à plat, là, relaxer, puis juste comme tu dis, là, faire le redémarrage. Donc, on relaxe, on redescend l'énergie, et là, après ça, on repart, là. C'est ça. Ouais. Souvent, le livre, ça va être des fois, il y a des images, mais juste pour comme regarder de quoi qui te relaxe, puis c'est pas nécessairement pour aller vraiment. Tu sais, il y en a, c'est juste, je regarde des images, puis ça me calme, là. OK. La petite musique douce qui peut être prévue déjà là-dedans, déjà d'avance. Oui. Oui, fait que c'est là qu'on rentrerait plus la musique des fois. Comme je disais, il y en a qui vont dire, ah, ben là, mon enfant fait des devoirs, faut que je mette tu sais, je vais mettre de la musique. Mais oui et non, comme on disait, des fois, il faut éviter les bruits dérangeants. Mais quand on sent qu'on a besoin d'un redémarrage, d'un reset, donc d'aller dans un petit endroit calme avec une musique très, très douce, ça peut faire du bien. Moi, la musique, là, mettons, quand je travaille, c'est quand je veux être efficace. Si, mettons, je fais des trucs en série, puis que, tu sais, je sais, là, que faut que je clenche, là. Là, je vais me mettre de la musique pour, mais c'est pas des choses qui vont me demander beaucoup de concentration. Ou, tu sais, si, mettons, j'ai une série d'illustrations à faire, c'est pas le même morceau de cerveau. Mais quand j'ai besoin vraiment de me concentrer à faire des tâches qui sont moins naturelles, comme la fameuse comptabilité, ben là, on oublie ça, là, je peux pas. Non. C'est ça, c'est variable. Il faut faire attention. Puis, même moi, j'en ai parlé au début du mois aussi. Tu sais, l'autisme, il n'y a pas. C'est comme. Il n'y a pas un autisme. Tous les autismes sont différents. Hein. C'est vraiment. C'est unique à chacun. Chacun ses variantes. Donc, il faut vraiment essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour soi. Puis, on termine avec un dernier qui est comme une suggestion. Des fois, on parlait de ça. Des fois, on pourrait suggérer aux parents, des fois, de permettre à leur enfant de tester l'apprentissage autodidacte. C'est pas nécessairement un conseil, mais qui va favoriser l'apprentissage, mais c'est plus un essai. Tu sais, vous pouvez essayer quand parfois on voit qu'une matière, ça fonctionne pas du tout, puis tu avais un bel exemple là-dessus, toi, ça t'est arrivé quelque chose qui fonctionnait pas. Oui. Dans le fond, j'étais pas capable de faire mes maths comme du monde, puis j'ai laissé faire, puis je les ai refait en autodidacte avec les cahiers qui t'apprennent vraiment étape par étape, puis je me suis tapé des notes de malade, là. J'ai aligné plusieurs cents. Puis le seul 96 que j'ai eu, j'étais tellement fâchée parce que dans le fond, c'était juste mal expliqué dans le livre. J'ai écrit 0, mais il aurait fallu écrire nul, dans le fond. T'sais. Puis sinon, j'ai eu ça partout. Puis pourtant, je coulais mes mathématiques. Il n'y avait rien à faire. Les profs me l'expliquaient, puis ça marchait pas. Mais là, on parle pas des mathématiques de primaire quand j'ai changé pour le stylo. Là, on parle des mathématiques avancées, là. Puis c'est ça. Fait que ceux-là, j'étais incapable de me faire expliquer, c'était trop abstrait. Alors que visuellement, étape par étape, dans le fond, je regardais l'étape, je faisais tout de suite l'exemple, je regardais, il y a personne qui me parlait, il n'y avait pas de bruit, c'était propre les cahiers en plus. C'était juste propre. Je pouvais juste le faire, puis ça a juste super bien fait. Puis... Oui, donc ça donne un temps de l'espoir parce que si votre enfant est en échec, ben peut-être que vous pouvez reprendre la même matière plus tard ou peut-être qu'il peut le reprendre en autodidacte, puis ça va fonctionner. Ben, la même matière plus tard, j'ai coulé mon anglais une année, puis l'année d'après, j'ai eu la médaille de bronze de l'école. Tu sais, c'était pas le même prof. J'étais pas capable avec un des profs. Puis l'autre, ben, comment est-ce qu'elle expliquait que j'étais capable? Fait qu'il faut pas penser que l'espoir est perdu, là. Non, c'est ça. Non. Des fois, là, juste un changement de contexte, un changement de manière de fonctionner, un changement de motivation. L'autre prof, elle fonctionnait beaucoup avec des grosses listes. Puis je sais pas, j'ai complètement embarqué. Puis ça a fait, j'ai débloqué en anglais avec elle. OK. Fait que tu vois, ça revient à ce qu'on disait aussi tantôt, synthétiser l'information. Peut-être les grosses listes pour toi, ça t'interpelle un peu plus, puis là, tu es encore plus motivé justement à apprendre, puis ça allait plus avec ce que toi, tu avais besoin pour apprendre. Oui, fait qu'il faut pas se décourager puis penser que on oublie cette matière-là, ça va jamais faire. Pas nécessairement. Non, ça, c'est un beau message d'espoir justement pour tous ceux qui ont des difficultés d'apprentissage. Oui.
Ouais. J'ai coulé mon premier cégep, là, ça a été épouvantable. Tout est un désastre, là. Ça a été un désastre sur toute l'année, ça ne pouvait pas être pire. J'ai retourné quelques années plus tard, puis ça a été top réussite. Ah oui. Ben écoute, ça donne l'espoir, moi je trouve, en tout cas pour les parents, quand ils disent « Ah, mon enfant vit vraiment des difficultés, il n'est pas capable d'apprendre, ça ne fonctionne pas. » Mais tu sais, il n'est peut-être pas capable dans le moment présent, mais il va être capable à un autre moment. On apprend ça dans le désordre, les autistes aussi. C'est comme si on était super bon dans certaines affaires, mais pas aux bonnes périodes de la vie correspondantes à celles des autres. C'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas les mêmes périodes. Donc, on apprend comme en l'envers. C'est étrange. Ouais. Oui, mais des fois, c'est ça. C'est tout le temps accompagné quand même de ne pas lâcher. Moi, en tout cas, c'est un message que j'ai à dire là, aux parents, aux enseignants. Lâchez pas parce que, tu sais, c'est pas parce que l'enfant n'est pas capable d'apprendre dans le moment présent que là, mettons, c'est difficile, qu'il est en situation d'échec. Il apprend quand même un peu, puis il va quand même, tu sais, ce que tu as déjà appris, même si tu es en échec, veux pas, tu le revois plus tard, puis tu vas peut-être mieux le comprendre plus tard à un autre moment donné. Là. Oui, changer de contexte, essayer d'autres choses. C'est ça. C'est ça. Ah oui, ça, c'est certain. Là. Fait que, comme tu dis, ou même des fois, juste les listes à puces. C'est juste de quoi un petit élément qui va aller rechercher là, la motivation ou juste le déclic visuel pour rendre encore plus concret l'apprentissage, puis ça peut tout changer. Là. Et pour ceux qui aimeraient te suivre, Valérie. Ah oui! Oui, alors Valérie, elle est sur tous les réseaux sociaux quasiment. Ceux plus actifs, là, ben, pour les petites vidéos, c'est TikTok que je suis vraiment beaucoup dessus. C'est sûr, j'en ai aussi sur Instagram, mais c'est les mêmes, mais c'est juste que j'oublie tout le temps de les refaire, fait que j'en ai moins, là. Okay. J'ai des vidéos YouTube, mais je trouve ça vraiment long à monter, mais j'en ai quand même. Sur Facebook, c'est bien parce que j'ai beaucoup de choses que j'envoie. Puis mon blog, il est gros, par exemple, sur Internet au Royaume du Asperger. Là, j'ai 130 articles, j'ai plein de documentation, j'ai de la préparation pour ceux qui veulent faire des processus diagnostiques. Puis c'est pas que ça te donne les réponses, là, c'est pas ça. C'est plus un genre de scan ta vie. Pense à tout ce qu'il faut que tu scannes pour y penser. Il y a comme plein de matériel. Puis j'ai mon livre aussi, mon roman Méconnaissable, que là, j'aurais vraiment dû préparer, mais que bon. Ben, c'est pas grave, là, les gens le voient de toute façon, le nom qui passe à l'écran. Ah, OK. Donc, parce que ça le dit, là, Valérie Jessica Laporte est auteure du blog Au Royaume d'une Asperger. Il y a le site web que vous pouvez aller aussi voir Valérie. Tantôt, il y avait les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok. Bref, comme je dis, Valérie... Twitter, pas vraiment, là. Non. Écoute, j'écris une fois dans l'année. Écoute, je pense jamais. J'ai plein d'alertes. J'ai une liste d'alertes de même de pas lues. C'est pas grave. En tout cas, tu es sur plein de réseaux sociaux. On peut te suivre. Moi, je te suis sur quand même plusieurs de ces réseaux sociaux-là. Et il y a ton livre Méconnaissable aussi, qui est vraiment, là, il est déjà publié. En France, comme on disait tantôt, on en parlait un peu, c'est disponible pour ceux qui le veulent avec, je pense, la Librairie du Québec à Paris. Oui, puis si vous voulez, la version Kindle est sur Amazon FR. Au Québec, il est partout. Il a gagné le prix Découverte au Salon du livre de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il était lauréat au salon du premier roman de Chambéry, ça c'est en France. Puis j'étais dans les finalistes pour le prix du premier roman pour le Québec. Fait que il est bon là. Puis c'est l'histoire d'une petite fille autiste, mais c'est pas une autobiographie, c'est vraiment une fiction, mais avec mon cerveau dessus, c'est écœurant. L'histoire est bonne, puis en plus tu mets le cerveau autiste, fait que c'est. Oui. De toute façon, vous le voyez, là, Valérie, comme je vous disais, vraiment, elle verbalise très bien qu'est-ce qui se passe justement dans le cerveau des autistes. Elle nous en parle aussi beaucoup des tiroirs qu'il y a dans le cerveau. Puis, ça nous permet de voir la réalité que les autistes vivent à travers leur cerveau et non nous à travers l'extérieur qu'on a. Parce que justement, c'est important de comprendre la réalité, comme on disait, pour mieux les accepter ou pas penser que c'est des caprices des fois quand ils nous demandent de fermer la musique dans la voiture. C'est vraiment intéressant. Pour nous, les plus, c'est infernal, alors que, OK, il y a un autre commentaire qui disait, pour nous, les additions, soustractions, multiplications, c'est infernal, alors que les fractions, c'est intégré du premier coup. Alors oui, il faut garder espoir. Alors, c'était un autre commentaire qu'on avait aussi, que oui, il faut garder espoir, même s'il y en a que c'était difficile, ben, alors qu'il y a d'autres notions qui s'intègrent tout de suite. Et comme je vous disais, si vous voulez suivre Valérie, allez sur royaumeasperger.com sur les réseaux sociaux et son livre Méconnaissable, qui est quand même lauréat à Paris. Comme on disait, c'est impressionnant qu'il y ait déjà un lauréat, ben pas à Paris, mais à Chambéry, qui est en France, mais c'est parce que je pense qu'il n'est pas encore arrivé tout à fait le livre en France. Ben, il n'est pas distribué officiellement. Donc, il est disponible juste via la Librairie du Québec à Paris. Mais... Ça veut dire à quel point c'est bon s'il est déjà lauréat. Oui, c'est ça, c'est capoté. Mais c'est parce que avec la COVID, tout ça, il y a bien des affaires hein, qui ont... Oui. Ça fait pas longtemps qu'il est sorti, donc c'est sûr que les choses ne bougent pas comme je voudrais, mais ça a l'air qu'il faut s'adapter. Oui. Alors Valérie,
moi, je te retrouve dans quelques minutes dans le studio, OK? OK. OK. Alors, tout le monde, moi, je vous attends jeudi prochain pour les jeudis avec Andrea Girard, consultante pédagogique. Je poursuis le mois de l'autisme. Donc, la semaine prochaine, je vous parle des ressources qu'on a pour les enfants autistes. Donc, je vous présente quelques ressources. Et ensuite, je termine le mois avec Mélanie Cahouette qui vient nous présenter le yoga avec les enfants autistes. Alors, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 14h heure du Québec et 20h heure de France. Je vous souhaite une bonne fin de journée.